105 MHz. Le débat politique de la radio Clédou. Mais c'est grave, hein? C'est très grave pour la profession. Ils ont tout fait pour nous diviser. Ils ont tout fait pour que nous soyons dans une situation comme ça. Et ils ont tout fait pour paralyser la marche en avant de la presse. C'est après le groupe parlementaire qu'on va en plénière. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des discussions en plénière après tout ça? Il n'y a pas de discussion. Les discussions ont eu lieu en long et en large, selon des semaines et des mois, sur le thème avant cette séance où on dit adopter ou bien amender de telle manière. Pour une chose la minime, au lieu de nous asseoir, de nous parler, de nous comprendre et de trouver une solution, non, moi je ne suis pas d'accord. À ce qu'elle est en et Johnny. On dirait que parfois, un est de ma côté, Beko qui du soutien, Beko qui côté est Johnny, ni à la tête. Et non, quand ça vient dans aucun haut, en tout cas ce n'est pas moi. Je ne serai jamais, je dis bien, je ne serai jamais aider un Malien contre un autre. Je n'accepterai jamais une certaine forme d'injustice. Je refuse. Mais remarquez, il faut continuer à croire que le meilleur mensonge qu'on puisse faire, c'est de le coller sur le président de la République. Comme président de Afo, président de Bakalama, président comme Hodou, Kassourou, président de Tako Kalama, à côté, gouvernement à côté, Machi à côté. Ils sont en train de piller le Mali et ils veulent qu'on se taise et on ne se taira pas. Ils sont en train de piller le Mali, ils veulent qu'on se taise et on ne se taira pas. Vivons, on ne se taira pas. C'est très clair. Vivons, nous ne serons pas. Ou si c'est Malien, c'est ma enfant. Ou si. Donc, comment est-ce que, au lieu que nous soyons félicités, que nous soyons montrés comme exemple, il faut nous abattre par tous les moyens possibles. Voilà donc, encore une fois, ce qui se passe en Union. Nous avons indiqué tout de suite que nous sommes en désaccord avec l'analyse que fait l'ADJ de la situation politique présente, que nous sommes en désaccord avec la démarche engagée et que nous sommes en désaccord avec les objectifs. Alors, mais vous nous demandez de vous dire de façon très précise en quoi la démarche peut affaiblir les partis politiques. Nous avons commencé par dire que l'affaiblissement des partis politiques ne remonte pas à maintenant. Il n'y a pas de démocratie sans pluralisme. Exprimer et assumer sa différence, c'est-à-dire en fait renforcer la démocratie, ne peut pas être une cause de fracture ou de division dans le pays. Aujourd'hui, vous constatez avec moi, probablement quelquefois mieux que moi, et puis les gens sont offusqués par toute expression différente. Ils sont indignés dès qu'il y a un avis précis. Dans un pays où on s'est battu, comme je l'ai dit, pour arracher la seule revendication sur laquelle tous les Maliens étaient d'accord, c'était le droit de créer chacun son parti. C'était le droit de s'exprimer librement. Mais on peut être différent, on peut compétir, mais travailler ensemble pour le Mali. On n'est pas homme d'État uniquement pour gérer la carrière d'un tel ou d'un tel, pour que le chef politique change à être ministre ou député éventuellement. On est là pour gérer un pays. Le débat politique de la radio Clédou, c'est le choc des mots, la confrontation des idées. Le débat politique de la radio Clédou avec Kassim Traoré. Jeudi 4 juin 2015, 23h passées de 4 minutes, ici dans les studios Djeli Baba Sissoko de la radio Clédou. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce débat spécial sur la redevabilité sociale au Mali. Un débat qui se tient grâce à l'appui du MIRO, le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie Mali. Nous sommes donc en direct. Moi je m'appelle Mahamadou Khan. À la mise en onde, Charles Bayo.
Durant les 60 prochaines minutes, nous allons parler de la redevabilité sociale qui est, comme dirait l'autre, le devoir de rendre compte. La redevabilité sociale est de loin l'examen des consciences par excellence. La pratique de la redevabilité sociale est donc une nécessité absolue au sein de la société malienne qui traverse les ères les plus sombres de son histoire. Comment nous la percevons chez nous au Mali? Que fait-on au quotidien pour son application à tous les niveaux? En quoi la redevabilité sociale peut être une des voies sûres de sortie des crises et de réconciliation entre tous les Maliens? C'est l'objet de ce débat spécial avec nos invités qui ont tous répondu présents. Monsieur Moussa Koulibaly, président d'IMIRO, le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie. Vous êtes l'initiateur de ce débat. Bonsoir. Bonsoir. Le second invité se nomme Bakary Doumbia. Vous êtes un acteur de la société civile malienne et vous dirigez l'ONG Kilabo qui s'occupe notamment de la sécurité alimentaire ou encore de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Notre troisième et dernier invité de ce soir n'est autre que Konimba Sidibé. Vous êtes le président du MODEC. Le MODEC, c'est le mouvement pour un destin commun. Vous êtes aussi un ex-député à l'Assemblée nationale du Mali. Bonsoir, monsieur Sidibé. Bonsoir, monsieur Khan. Ma première question s'adresse à monsieur Koulibaly. Vous êtes le patron du MIRO. Quelles sont les missions que vous vous êtes assignées et qu'est-ce qui motive justement l'organisation de ce débat sur la pratique de la redevabilité sociale au Mali? Ok, merci monsieur Khan. Certainement avant tout propos, permettez-moi de saluer vos auditeurs à travers le pays. Si je ne me trompe pas, vous êtes écoutés un peu dans pratiquement beaucoup de régions du pays. Alors, en revenant à votre question, d'abord, il faut dire que le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie est une organisation de la société civile à but non lucratif et à vocation panafricaniste qui a été créée le 27 février 2008. Donc, c'est un cadre d'échange, de réflexion et d'action pour toute personne partageant ses objectifs, notamment la promotion de l'unité africaine. Alors, en outre, le MIRO est une organisation autonome qui n'est rattachée à aucune organisation politique, religieuse et secteur. Toutefois, il se réserve le droit de collaborer avec toute organisation ou structure poursuivant les mêmes objectifs que lui et il se réserve aussi également le droit de se prononcer sur toutes les questions qui touchent directement ou indirectement les intérêts du peuple africain, notamment sa jeunesse. Alors, sa principale mission est d'œuvrer de manière résolue, constante et multiforme pour la création de l'avènement des États-Unis d'Afrique. Alors, pour revenir un peu à la question de la redevabilité sociale, faut-il rappeler que notre pays traverse, comme vous l'avez dit, une crise sans précédent. Et en tout cas, pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup d'observateurs avertis, l'une des causes de ces crises, c'est la mauvaise gouvernance. Et pour nous, pour un peu, cette mauvaise gouvernance aussi est due à une rupture de dialogue social entre les autorités et les citoyens. Bon, donc en essayant de pratiquer ce qu'on appelle la redevabilité sociale, qui n'est autre chose que tout détenteur d'un pouvoir doit rendre compte à ses mandants, surtout sur ses différentes responsabilités, que ce soit de façon administrative, que ce soit de façon financière. Donc, ils doivent rendre compte aux citoyens. Et aussi, les citoyens se doivent aussi de demander des comptes s'ils ne le font pas. Alors, c'est ainsi que nous avons initié ce projet d'appui au renforcement de la redevabilité sociale avec l'appui de l'ambassade du Royaume du Danemark dont nous saluons ce soir ici. Alors, ce projet était axé sur deux volets. Un premier volet qui est axé sur la transparence et le deuxième volet sur le renforcement de capacité. Alors, par rapport le premier volet, on n'a pas pu exécuter cela parce que c'était lié à des travaux que le gouvernement devait réaliser, mais ces travaux ont pris du retard. Finalement, on a laissé ce volet, mais on s'est beaucoup accentué sur le volet renforcement de capacité. Donc, on a initié des formations à l'endroit des jeunes de 6 régions du pays, notamment Sikasso, Ségou, Koulikoro, Kaï,
Gao Mopti. À la suite aussi, on a fait une formation à l'endroit des journalistes à Sélengué. Et après cela, on a aussi fait des formations sur la gestion axée sur le résultat. Mais on va se résumer. Ce sont vos acquis. Nous allons largement revenir là-dessus. Monsieur Sidibé, vous êtes un homme politique bien avisé. Qu'entendez-vous par redevabilité sociale, pratique de la redevabilité sociale au Mali? Merci beaucoup, M. Khan. Je voudrais aussi joindre ma voix à celle de M. Koulibaly pour saluer nos auditeurs. En réalité, M. Koulibaly l'a déjà défini. Je voudrais simplement donner une petite explication. C'est que nous avons choisi un régime de démocratie qui veut que les citoyens choisissent leurs dirigeants librement, mettent à leur disposition tous les moyens dont ils ont besoin pour gérer les affaires publiques. Il y a donc comme une sorte de contrat social, de pacte entre les dirigeants et les citoyens. En retour, il est donc important que ceux qui ont reçu ce pouvoir de la part des citoyens rendent compte de leur gestion des affaires publiques. La redevabilité sociale se résume essentiellement à cela. Et c'est fondamental, ça n'est pas seulement d'ailleurs qu'en gestion des affaires publiques, c'est dans tous les domaines. Vous élisez un député, et même simplement un simple mariage, vous choisissez un intermédiaire, il vient vous rendre compte de comment les choses se sont passées. Ça, c'est la redevabilité sociale également. C'est la redevabilité sociale, évidemment. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va vous confier un mandat, vous devez rendre compte. Rendre compte veut dire deux choses. D'abord, venir expliquer ce que vous avez fait, et deux, si ça a été bien fait, que vous soyez récompensé. Si ça a été mal fait, que vous soyez sanctionné. Voilà les différentes dimensions de ce concept de redevabilité sociale. Ça rime à quoi pour vous, monsieur Doumbia? Je rappelle que vous êtes de la société civile malienne. Cette question donc liée à la redevabilité sociale. Je crois que mes deux collègues ont suffisamment expliqué la chose, mais je voudrais revenir au niveau de la redevabilité sociale. Quels sont les niveaux de la redevabilité sociale? Parce que M. Sylvain l'a dit, et Moussa également l'a dit, c'est le devoir de rendre compte. Donc d'abord, il y a ce qu'on appelle la redevabilité horizontale, qui est la redevabilité au niveau de l'État, c'est-à-dire le système interne d'équilibre de pouvoir entre les institutions étatiques et leur capacité à assumer leur rôle de supervision, de contrôle, d'audit, qui rendent les actions de l'État redevables. C'est-à-dire que tout le système que l'État met en place doit fonctionner de manière à ce que l'action de l'État soit redevable. Si à ce niveau, ce travail n'est pas fait, il sera difficile pour l'État de rendre compte. Et le deuxième niveau, c'est la redevabilité verticale qui consiste à ce que l'État rende compte, comme ils l'ont dit, aux citoyens, mais également qui porte sur les mécanismes sur lesquels les citoyens s'organisent pour exiger de l'État à rendre compte. Donc, il faut que le citoyen connaisse son droit, sache qu'il a le devoir et l'obligation d'exiger que les tenants du pouvoir rendent compte. Et deuxièmement, que les systèmes étatiques fonctionnent de manière à ce que, au niveau central, au niveau de l'État, les actions soient transparentes et redevables. Et cela rejoint un peu les deux dimensions dont a parlé M. Sidibé, c'est-à-dire la responsabilité et la comptabilité. Alors, monsieur Koulibaly, vous êtes des Muro, ça c'est les différents paramètres de la redevabilité sociale. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour son application, sa mise en œuvre? Alors, pour sa mise en œuvre, d'abord, je pense qu'il faut une prise de conscience. Et comme on l'a dit, c'est un devoir pour tout détenteur de pouvoir et même pour tout citoyen, envers pour tout chef de famille, envers sa famille. Donc, dans un premier temps, il faut cette prise de conscience. Et une fois que cette prise de conscience est, certainement, les autres peuvent venir. Mais il faut aussi que le citoyen va aussi vers les autorités pour leur demander compte. Donc, je pense que ces deux aspects peuvent permettre, peuvent faciliter la mise en œuvre
de la redevabilité sociale. Mais il faut aussi que les citoyens sachent qu'ils ont, il y a des droits qui les autorisent à demander des comptes aux dirigeants. Je pense que c'est la méconnaissance de ces textes-là aussi et qui fait qu'il y a assez de problèmes et que les gens n'arrivent pas à aller demander compte aux autorités. Monsieur Sidibé, quelles sont vos prévisions pour justement cette mise en application de cette thématique? Bon, en réalité, moi, je voudrais dire un petit mot sur un point très important que M. Doumia a souligné. Allez-y. C'est ce droit des citoyens à exiger de leur mandat de rendre compte. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, il faut comprendre ça d'abord, que c'est un droit. Et que de l'autre côté... Ça peut s'exprimer comment? C'est ce que nous allons décrire tout à l'heure. Mais il faut d'abord comprendre, parce que, vous savez, il faut le dire peut-être 100 fois, nous sommes dans un système où les gens n'ont pas toujours conscience que c'est eux qui sont au service des citoyens. Dans la tête aujourd'hui de beaucoup de dirigeants de ce pays, de fonctionnaires de haut niveau, ils pensent que les citoyens sont à leur service, non l'inverse. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils sont au service des citoyens qui ont le droit de leur demander de rendre compte et ils ont l'obligation de rendre compte. En quoi est-ce que c'est intéressant pour le régime démocratique? C'est que c'est un moyen d'impliquer le citoyen dans le processus de gestion des ressources publiques. Je suis content, on vous maintient. Je ne suis pas content, on vous sanctionne. J'élis un maire, il doit venir me rendre compte de ce qu'il a fait avec l'argent. J'élis un député, c'est pareil. Un président, c'est pareil. Les hauts fonctionnaires de l'État qui sont à notre service, à qui nous avons donné le moyen, doivent rendre compte. Voilà, en gros, à mon avis, l'intérêt de la chose. Est-ce qu'ils en ont conscience? Non, je ne suis pas certain. Voilà. Parce que il faut tout de suite partir de comment notre État a été mis en place. C'était un État colonial où les dirigeants de l'État étaient en fait au-dessus de la société. Et c'est cette culture qui prévaut aujourd'hui encore, malheureusement. Et c'est ça qu'il faut casser. Et je pense que ce genre de débat doit, à mon avis, contribuer à sensibiliser les gens, à se rendre que c'est eux les véritables détenteurs du pouvoir qui doivent demander aux autres de rendre compte, et ceux-ci ont l'obligation de répondre. Qu'est-ce qui est donc prévu, monsieur Doumbia, à ce niveau-là? Oui, dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que comment les citoyens doivent arriver, c'est ça, exiger à ce que les tenants du pouvoir rendent compte. Pour ce faire, il faut que les citoyens, ils soient organisés. Et ça, toute l'importance du rôle des organisations de la société civile. Il faut que celles-ci soient organisées, qu'elles soient conscientes qu'elles ont un travail à faire de sensibilisation, d'information du citoyen et des tenants du pouvoir. Et je crois qu'on va y arriver. Il y a des mécanismes au niveau de l'État qui existent, mais qu'en fait, qui ne sont pas connus. Et qui donc faire en sorte, comme l'a dit Moussa, faire connaître les textes, les mécanismes qui existent au niveau de l'État et les mécanismes que les organisations de la société civile doivent mettre en place pour exiger ce que les tenants du pouvoir rendent compte. Donc, premier élément, il faut qu'on s'organise. Si on est organisé, il faut qu'on se mette ensemble. Deuxième élément, il faut qu'on informe systématiquement les citoyens et les autorités pour que, comme il l'a dit, inverser les tendances pour que celui qui est au pouvoir ne pense pas que nous, on est à leur service, mais qu'en fait, c'est nous c'est lui qui est à notre service. Parce que c'est nous qui lui donnons le pouvoir. Donc, amener tout le monde à comprendre cela, et en ce moment-là, les citoyens organisés peuvent exiger de façon systématique au niveau du village, au niveau de la commune, au niveau de la région, au niveau de l'administration et au niveau beaucoup plus large, au niveau de l'Assemblée, au niveau, etc., etc. Il faut que nous soyons capables d'exiger qu'ils rendent compte. S'ils ne sont pas compétents, qu'ils laissent la place à d'autres. Monsieur Koulibaly, aujourd'hui nous sommes au Mali. Est-ce que vous pensez réellement que ces phénomènes un jour ne sera qu'un mauvais souvenir pour tout le monde? Pourquoi c'est si méconnu du grand public, les devoirs des rencontres, à votre avis? Alors, je disais tout à l'heure que certainement l'une des causes de la méconnaissance, c'est que les gens ne connaissent pas les textes. Certainement dans notre Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent s'en approprier? Dans un premier temps, on a fait des séries de formations. On continue les sensibilisations. Je pense que ce débat s'inscrit dans ce cadre. Il faut aller à cette sensibilisation. Il faut aller à la formation. Il faut informer les jeunes pour qu'ils puissent mieux comprendre. Mais il faut dire aussi que notre démocratie, comme on le dit, elle est un peu jeune. Certainement, ça va venir avec le temps. Il y a la faiblesse, c'est-à-dire que les organisations de la société civile qui doivent être le fer de lance de la promotion de l'exercice de la ruralité
ils ne maîtrisent pas forcément le concept, ils ne maîtrisent pas les mécanismes de la redevabilité sociale. Certainement, il y a d'autres qui y travaillent dans ce sens, mais il y a la maîtrise qui y manque un peu à ce niveau. Et souvent aussi, c'est de mélanger les deux, parce que souvent, en tant que société civile, d'autres vont se retrouver au niveau des partis politiques, et vice-versa. La cacophonie. Donc, voilà, la cacophonie, et ce qui rend difficile un peu la pratique de la redevabilité. Vous écoutez Radio Clédou, les débats politiques spécial, débat donc sur la pratique de la redevabilité sociale au Mali. 23 heures passées des 19 minutes. Nos trois invités ont pour nom Konimba Sidibé, Moussa Koulibaly et Bakary Doumbia. Monsieur Sidibé, en termes de synergie, Monsieur Koulibaly tout à l'heure parlait de ce fait que voilà, il n'y a pas cette communion, cette symbiose pour que les choses puissent marcher. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau? En fait, avant d'arriver à ce niveau, je pense qu'il est important dans la démarche d'aujourd'hui de ce débat qu'on aille un peu sur comment ça se concrétise dans la réalité. Vous avez posé la question tout à l'heure. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Parce que le citoyen se dit, bon, on dit que j'ai le droit de demander des comptes. On dit ils ont l'obligation de rendre compte. Ben comment il va faire? Je voudrais dire quelques éléments à ce sujet. Oui. La loi prévoit des choses. La première chose, c'est quoi? C'est qu'il y a au Mali une loi, la loi 98-012, régissant les relations entre l'administration et les usagers du service public, qui fait obligation à l'administration de donner à tout citoyen l'information qu'il va demander sur la gestion des ressources publiques. Ça, c'est fondamental. Parce que pour que tu puisses demander à quelqu'un de rendre compte, encore faut-il que tu sois bien informé. Cette loi existe avec son décret d'application et au titre de l'application de cette loi, ils ne peuvent pas refuser de vous donner l'information. Première chose. Et s'ils refusent? Vous avez des recours en ce moment-là, au niveau des voies appropriées. Ils ne peuvent pas refuser en principe. Deuxième chose, la loi prévoit, par exemple au niveau des collectivités territoriales, les communes, les régions, les conseils de cercle, etc., que les citoyens doivent participer à un certain nombre de processus de gestion des ressources publiques. Je prends l'exemple du budget. La loi prévoit par exemple que lorsque le maire doit mettre en place un budget, c'est-à-dire la manière d'utiliser l'argent public dans sa commune pendant une année, il doit aller en discuter d'abord avec les populations dans les villages, nécessairement. Pour que eux c'est qui est loin d'être le cas ici au Mali. Évidemment. Bon, mais encore faudrait-il que les villageois sachent que le maire a cette obligation pour lui dire, mais dis donc, vous avez dit que vous allez construire un centre de santé dans tel village, vous êtes mis d'accord avec qui sur ça? C'est avec nous que vous devez venir discuter, mais il faut qu'ils le sachent. Est-ce que ce système n'est pas plus occidental qu'autre chose? Parce que nous sommes dans une société avec au moins 85% d'analphabètes. Non, pas du tout. Vous savez pourquoi? C'est pas une question d'être forcément analphabète. C'est une question de savoir que c'est ton argent qui est utilisé par le maire, dans ce cas particulier. L'argent appartient à l'illettré. Et l'illettré sait exactement quels sont ses besoins. Donc ce n'est pas une question d'être illettré ou pas. Le deuxième mécanisme, c'est l'Assemblée nationale. Vous élisez des députés qui vont vous représenter, et l'un des rôles majeurs du député, un élu du peuple, un élu national, c'est de contrôler l'action gouvernementale. On est là en plein dans l'obligation de rendre compte. Et c'est pour ça que vous voyez les députés de temps en temps interpeller les ministres pour leur dire, nous avons constaté telle ou telle chose grave, il faudrait que vous expliquiez aux citoyens qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que vous vous rendiez compte. Et c'est pareil pour toutes les institutions représentatives de ce genre, le Haut Conseil des collectivités, etc. Mais je voudrais ajouter à ça aussi le bureau du vérificateur général. Parce que le bureau du vérificateur général a été créé avec l'idée que ils vont contrôler la gestion des ressources publiques pour rendre compte au public cette fois-ci. Parce que vous savez, avant, les rapports de contrôle étaient destinés simplement au président de la République et au Premier ministre qui a fait ce qu'ils veulent. Mais le vérificateur général publie ses rapports. Qui n'a aucun effet d'ailleurs. Hein. Bon, c'est la vie des Maliens. Ça c'est autre chose. Mais le plus important, concrètement, on voit rien. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que le citoyen sache qu'est-ce qu'on est en train de faire avec son argent. Le thème de ce soir, ça n'est pas si le vérificateur général aboutit à changer les choses, mais c'est de savoir
est-ce que nous avons les moyens d'être informés sur ce qui se fait? Monsieur Doumbia, de la société civile, tout à l'heure, M. Sidibé le disait, hein, les élus du peuple ont un devoir, les citoyens ont un devoir d'interpellation, etc. Mais pourquoi ça dort toujours quand les réveils de ce peuple-là qui ne réclame pas ses droits? Oui, mais je crois que M. Sidibé l'a effleuré. On l'a aussi dit, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le citoyen lambda ne sait pas que ceux qui gèrent le pouvoir à son nom doivent nécessairement et obligatoirement lui rendre compte, que ce soit au niveau de la commune, au niveau de la région, au niveau national. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut que nous travaillons pour que chaque citoyen du Mali sache que c'est son devoir d'exiger et que le tenant du pouvoir est obligé de rendre compte. Tout à fait. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. C'est pourquoi il est important que les organisations de la société civile travaillent ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons félicité le Miro pour avoir une initiative de former les organisations des jeunes dans les régions. Enfin, pour rappel, c'est moi qui étais le formateur. Donc, il faut systématiquement que les gens soient formés, mais surtout que les citoyens aient l'information. Premier élément. Deuxièmement, il a dit, il y a des mécanismes qui existent au niveau de l'État. Que les gens ignorent. Que les gens ignorent. Il faut nécessairement que ces mécanismes soient connus. Et qu'on arrive à faire pression pour que déjà au niveau étatique... Donc il faut une campagne de vulgarisation. De sensibilisation et d'information. Oui. Qu'au niveau étatique, que les institutions jouent leur rôle. Que le Parlement joue son rôle, que le vérificateur joue son rôle, etc. Et que nous, en tant qu'organisation de la société civile, on puisse s'approprier du rapport du VEGAL. Et qu'en conséquence, on puisse agir. Mais vous vous rendez compte, il publie, aucune organisation de la société civile ne fait aucune intervention. Alors que les chiffres sont connus. Tout à fait. Mais la situation est très grave, mais nous, on n'y arrive pas. Donc, il va de notre responsabilité de nous approprier pour agir. C'est en ce moment que le citoyen peut suivre. Comme il l'a dit, le citoyen qui n'est pas instruit, il sait bien ce qu'il veut, hein. Il sait bien ce qu'il veut. Et c'est parce qu'il sait aussi qu'il paye. Donc, s'il a l'information qu'on doit lui rendre compte, il va travailler dans ce sens-là. Et si on veut le mobiliser, ce serait plus facile de le mobiliser. Est-ce qu'elle a le courage de dénoncer les citoyens lambda? Il n'a pas le courage, mais s'il y a des organisations fortes avec lesquelles il peut travailler, il aura le courage de dénoncer. Moi, je vais donner juste un exemple. Mais je pense qu'il y a quelques individualités. Monsieur Koulibaly Dimiro, oui. Je pense qu'il y a quelques individualités qui ont le courage de pouvoir dénoncer. Mais quand lesquelles? Non, tu vas dans certains quartiers, il y a des choses qui ne se font pas bien, mais il y a des individus qui dénoncent. Mais malheureusement, ils n'ont pas ce soutien. Les autres doivent, ils se sentent isolés. Ils se sentent esselés, et finalement, on lui taxe des grilles. Et du coup, ça tombe à l'eau. Mais si il y a ce mouvement d'ensemble avec les autres citoyens de la commune, avec les autres de la commune, certainement, ça peut changer. Mais je pense que ces individualités méritent d'être encouragées et soutenues aussi par les autres. Mais est-ce que c'est pas mieux, M. Sidibé, de primer si le collectif, à ce moment-là, s'il y a des individualités qui réclament des choses, après, il n'y a rien? Bon, c'est pas la question de la répression. Encore une fois, moi, je voudrais revenir toujours sur comment faire pour concrétiser. On a parlé tout de suite des moyens prévus par la loi. Mais il y a d'autres moyens aussi. Et je vais vous donner un exemple précis que je voulais donner tout à l'heure, qui est quand même très important. Avant-hier encore, le dimanche, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit que au niveau de son académie, d'enseignement, au niveau du CAP, il était prévu qu'on leur donne 10 motos Yamaha. Une moto Yamaha, c'est à peu près 1 500 000. Donc ça dépend de la marque, c'est les Japonais ou les Chinois. Les marques japonaises. 15 millions donc. D'accord. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont donné effectivement 10 motos aux enseignants, ou en tout cas aux bénéficiaires, mais c'était des Jakarta. Des motos Jakarta. Des donc 15 millions sortent en disant qu'on a donné des Yamaha, alors qu'en réalité on a fait sortir, on a dépensé que 3 500 000 de Jakarta. Ils l'ont su? Bien. Les bénéficiaires l'ont su? Ils l'ont su évidemment, mais bon. Mais je voudrais dire, dans le cadre de l'obligation de rendre compte dans d'autres pays, comment cela est impossible. Il y a des pays en Afrique où l'une des méthodes... Juste un exemple? Juste un exemple. Oui, sur cet exemple. Oui, les noms de ces pays, c'est...
Bon, je parlerai du Botswana, je parlerai du Rwanda, je parlerai de ces pays-là, où qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de choses? Et c'est en cela que la transparence budgétaire est un élément fondamental de la redevabilité. On va afficher à la porte du service le budget détaillé. Donc n'importe quelle personne qui vient sait qu'on a donné 15 millions pour acheter des motos. Et si, des Yamaha. Donc si à la place on donne des Jakarta, mais la personne saura tout de suite qu'il y a eu un détournement de fonds. Donc l'une des manières de promouvoir l'obligation de rendre compte, c'est la transparence budgétaire, que tout le monde sache exactement quel montant d'argent a été donné à qui et pour faire quoi. Monsieur Doumbia, exactement comme l'a dit Barack Obama, l'a dit en Afrique, il nous faut des institutions fortes, pas d'hommes forts. Donc il n'y a pas d'institution forte ici. Dans nos mairies, on sait comment ça se passe. Pour aller juste pour un petit papier, mais c'est incroyable, quoi. Le temps que tu prends avant de l'avoir, et voilà, les petits pots de vin qu'on donne, etc. Est-ce qu'on est prêt de sortir de cette ornière ici au Mali, là? Est-ce que les citoyens sont prêts? Oui, je pense que les citoyens maliens sont prêts. Je donne l'exemple sur les passeports, par exemple. Oui, je vais ou la carte d'identité. Ce que vient de dire M. Konima Sidibé, c'est ça en réalité. Le citoyen est prêt, mais il ne sait pas par quelle voie passer. C'est juste ça. Et c'est ça les leaders que nous sommes, nous devons donner cette information-là. Le dire clairement comme ce débat. De deux, les organisations de la société civile doivent en faire leur credo, passer dans les radios, informer les gens, donner toutes les informations. Même les informations sur ce qui se passe dans les bureaux, dans les communes, dans les mairies, on doit être capable de les donner. Ce n'est pas de la diffamation. Du tout. Ce n'est pas de la diffamation. Donc, s'approprier, chercher les informations, les diffuser, chercher les mécanismes de les diffuser. Et vous allez voir, le citoyen malien, quand il va se rendre compte que il est capable de contrôler et d'avoir une transparence budgétaire, mais il va foncer dedans. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. Et ça veut dire que les partis politiques ont un rôle à jouer. Tout à fait. C'est fondamental. Les organisations de la société ont un rôle à jouer. Les médias, surtout, ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, au Mali, les médias, excusez-moi, ça va dans tous les sens. Donc, les médias, les partis politiques, les organisations de la société civile ont un rôle à jouer, et même les leaders, les grands leaders, ont aussi un rôle à jouer. Donc, tous ensemble, si nous donnons l'information, le citoyen va bouger. Et le temps pour qu'il bouge sera très très court. Et moi, je demeure convaincu que ce pays-là, ça peut fonctionner et que ça fonctionnera. Monsieur Doumbia, vous êtes l'initiateur de ces débats. Pour vous, c'est quoi excusez-moi. C'est Monsieur Koulibaly. Monsieur Moussa Koulibaly dit Miro. Pour vous, c'est quoi les facteurs bloquants? Pourquoi ça cloche toujours? Bon, je t'ai appelé un Koulibaly Doumbia. Ouais, bon. Ok, donc par rapport aux facteurs qui bloquent, comme tu es en train de dire, toute chose, le b.a.-ba, c'est l'information. Donc, quelque part, l'information est cachée aux citoyens. Qui se permet de dissimuler cette info? C'est les détenteurs de l'information. C'est qui les détenteurs? Si on prend une commune. Mais c'est qui les détenteurs de l'info? Si on prend une commune, va au niveau de la mairie, demande certaines informations. Tantôt, vous parlez de la question de la carte d'identité. Mais quand on part dans les commissariats, certains se lèvent à 3h voire 4h du matin. Oui. Ils vont s'arrêter devant le commissariat. Bien sûr. On vient, on prend une vingtaine de personnes. Le reste sont là. Mais pourtant, il y a assez de cartes d'identité qui restent. Mais il suffit de débourser. Plus un peu pour les autres, je pense que tu auras... Et il y a même les délits de faciès. Il suffit de venir en costume. Vous êtes fonctionnaire. Hein, voilà, vous commencez à 8h. Attendez, il faut lui donner sa carte. Alors que le citoyen lambda, il est là depuis 4h du matin. Il n'a pas sa carte. Ouais. C'est quand même incroyable, M. Sidibé, dans ces pays-là. Tout à fait. Après l'information, c'est aussi la corruption. Parce que une personne, un citoyen peut avoir des informations et il est en train de chercher pour pouvoir s'organiser avec les autres. On l'appelle de côté, on lui donne quelque chose, tiens, il se tait. Ou il se retire du lot, il laisse les autres comme ça. Donc ça aussi c'est l'un des facteurs bloquants, quoi. Ouais. Cela m'amène vraiment à poser cette question qui me tient vraiment à cœur à M. Sidibé. Vous êtes un homme politique. Est-ce que ça arrange tout le monde, la pratique de la mise en application de la redevabilité au Mali, avec ce qu'il vient de dire?
Oui, une corruption à grande échelle. Exactement, ce que Moussa Koulibaly vient de dire, moi je le dirais sous une autre forme. Le premier facteur bloquant aujourd'hui de la redevabilité, c'est pas autre chose, c'est que tout le pays, tous ceux qui peuvent contester, qui sont au courant des choses, en général sont dans une démarche aujourd'hui de taniner. C'est-à-dire quoi, taniner? Taniner, ma part. Comment je peux avoir ma part par tous les moyens? Savoir maintenant que vous avez été privé, vos enfants sont privés de livres à l'école parce que l'argent est mal géré, que votre épouse n'a pas les conditions qu'il faut pour sa prise en charge sanitaire pour les accouchements. C'est pas mon problème, comment je peux avoir ma part? Donc c'est ça qui est en train de détruire. Comme on le dit chez nous, je gagne quoi? Je gagne quoi? Quand tout le monde est sur cette logique, tout le monde s'en fout en ce moment-là de ce qu'on fait avec l'argent public. Le gros problème, il est là. Et l'autre problème, c'est quoi? Une fois que tu entres dans le circuit de ma part par les moyens illégaux, c'est fini, tu peux protester. Tu es neutralisé pour de bon. Donc, c'est vraiment un facteur fondamental. Il faut que le citoyen ordinaire comprenne que tant que tout le monde sera dans le tanninet absolu, en négligeant l'intérêt national, les pauvres et les plus démunis sont les perdants. Parce que taniner, c'est la loi du plus fort. En ce moment-là, qui peut bouffer le maximum et le plus rapidement possible? Toi qui n'as accès à rien, tu n'auras rien. Donc, voilà. Monsieur Doumbia, c'est nombrilisme. Hein. Beki tanini. Est-ce que ça n'a pas profité à des gens qui sont devenus aujourd'hui des milliardaires? Comment arrêter cette hémorragie aujourd'hui? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible de dire aux Maliens, faites les choses en toute transparence, vous y gagnerez, vous n'allez pas mourir, vous allez survivre? Est-ce que ce message-là va passer aujourd'hui, à partir du moment où des gens ne vivent que de ça, certaines personnes quand même? Monsieur Khan, je crois que la question est très pertinente. Parce qu'aujourd'hui, certains semblent déjà être pessimistes quant à l'avenir du pays. Et je crois que c'est une grosse erreur. Une nation qui... Vous y croyez? Moi, j'y crois. Je suis un Malien, je suis fier. Il ne faut pas savoir mon histoire, je vous la raconterai à la fin. Tout le monde va y croire. Mais je dis, on n'est pas là pour ça. Une nation, je dis à la fin, quand on aura fini. Une nation qui existe depuis des millénaires ne peut pas s'effondrer, disparaître comme ça. Il y a peut-être des moments difficiles pour un pays, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Comment on peut s'en sortir? Je crois qu'il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y a au Mali des leaders politiques, des organisations de la société civile, des leaders traditionnels qui n'ont pas dévié. On en connaît, hein, qui restent intègres. Qui restent intègres. Et je pense qu'aujourd'hui, il est urgent que les gens mettent leur ego de côté. Que ces leaders politiques-là mettent leur ego de côté. Que ces acteurs de la société civile mettent leur ego de côté. Qu'ils puissent voir comment travailler dans un mouvement de transformation sociale. Je crois que c'est fondamental. Et ce mouvement ne peut pas se faire si ces leaders-là, qui sont connus, n'acceptent pas ce sacrifice pour mettre la machine en marche. De manière à ce que ceux qui sont politiques demeurent politiques et puissent accéder au pouvoir, mais que ceux qui sont de la société civile, restent de la société civile, n'accèdent pas au pouvoir, mais peuvent aider à ce changement de situation. Et nous, on est convaincus qu'on peut y arriver. Peut-être que ça va prendre du temps, mais on va s'en sortir. Je vous vois comme un visionnaire, ça va prendre du temps. Combien de temps il nous faut pour redorer notre blason ici au Mali par rapport à cette pratique-là de la redevabilité sociale? Il est très très difficile de dire, de quantifier le temps à ce niveau, parce qu'un changement de comportement, ça prend assez de temps, mais ça demande aussi un sacrifice, que chacun se sacrifie. Par exemple, si je veux aller chercher, je prends l'exemple des cas d'interview, ou bien je vais dans un bureau, j'ai besoin de quelque chose, je vais trouver que les gens sont en rang. Mais malheureusement, je me dis, en me mettant en rang, ça va me perdre mon temps, ainsi de suite. Donc, je mets ma main dans la poche, je soudoie quelqu'un et directement, du coup, je ne veux pas faire le rang. C'est un peu comme la détention des permis de conduire. Quand vous partez à l'ONT, ça c'est une autre histoire. C'est fou dans ces pays quand même, tout ce qui se passe. Ouais. Même les gardiens, ils gagnent leur compte dans ça. Bien sûr. Quelqu'un me parlait du cas, comment dirais-je, d'une banque. Quand tu vas dans les banques, il y a des numéros.
Donc, tu vas trouver certainement le numéro 1, numéro 2 ou le numéro 3. Le gardien, il prend ça, il met ça dans sa poche. Mais quand les autres ils viennent, on leur donne le reste des numéros. Donc, celui qui vient, s'il met la main dans la poche, directement, il peut avoir ça. Mais si on se dit que il faut que je fasse le rang pour avoir les services, et c'est sûr que les gens vont me servir comme cela se doit. Mais si je suis pressé et que je veux continuer à corrompre, donc finalement, ça va... On va rester sur le statu quo, quoi. Donc, il faut ce sacrifice de soi, quoi. Pourquoi nous sommes tous concernés, sommes-nous si tordus dans ces pays? Moi, je vous donne juste un exemple. Le Rwanda, vous vous rappelez en 1994 ce qui s'est passé dans ces pays, les génocides avec plus de 800 000 morts, près d'1 million de victimes. Mais après, ce pays s'est redressé. Aujourd'hui, Kigali, c'est la capitale la plus propre d'Afrique. Oui, les citoyens au Rwanda, c'est l'un des citoyens les plus heureux. C'est comme un Américain en Afrique. Mais, M. Sidibé, qu'est-ce qui nous arrive ici pour ne pas prendre conscience qu'il faut ces changements? À mon avis, ce qui nous arrive, c'est que nous n'avons pas suffisamment pris conscience qu'il n'y a pas de solution à notre problème si nous ne réussissons pas un changement de leadership en mettant aux affaires des personnalités exemplaires dans leur comportement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'appareil d'État, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, que des gens exemplaires et qui aiment leur pays, qui sont patriotes. Tant que nous ne réussirons pas ce changement-là, il n'y a rien à faire. Vous direz que Kagame est un dictateur, c'est certain, mais personne ne vous dira qu'il n'aime pas le Rwanda. Oui. Il est prêt à tout pour faire avancer son pays. Mais je voudrais dire un point supplémentaire par rapport au facteur bloquant, qui est quand même vraiment très terre à terre. C'est le facteur culturel. Encore une fois, l'État chez nous est perçu comment? En affamant. Donc le paysan, c'est inimaginable pour lui qu'il aille demander des comptes à son juge, à son préfet, parce qu'à Kafama ou des dos. Au contraire, lui, il avait le rendre compte. Et ça, c'est un problème. Et ça, nous avons hérité ça de la colonisation, de la manière dont l'État a été instauré. Et ça, c'est un facteur fondamentalement bloquant. Et tout ce qui a été dit comme autre facteur bloquant au niveau des médias, c'est pareil. Tant que... parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein. La corruption est dans tous les espaces au Mali. La presse est un élément fondamental de concentration des populations et de dénonciation de ce qui ne marche pas. Donc c'est un facteur clé de succès de la redevabilité. Nous l'avons vu récemment, quand il y a eu de mauvaises pratiques, le rôle que la presse a joué. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les dirigeants ont compris aussi que on peut acheter la presse, excusez-moi le terme. Donc le fond du problème, c'est que cette banalisation de la corruption qui permet de tout acheter, y compris le silence de ceux qui sont capables de dénoncer, est un problème majeur. Comment vaincre ces signes indiens au Mali? On a l'impression d'être à l'ouest. En 2012, il y a eu le coup d'État, les gens disent là on s'est réveillé, on dormait beaucoup, maintenant c'est bon. Mais on dort encore, hein. Je pense qu'on est près de la mort là. On n'en est pas loin, mais je crois que... Oui, on n'en est pas loin, mais je pense que, comme on l'a dit, en fait, la solution a déjà été ébauchée par M. Sidibé. Un pays, c'est les leaders. Tout à fait. Une personne ne peut pas tout faire, mais une personne droite peut amener à changer le comportement. Dans son sillage, oui. Dans son sillage. Oui. Et c'est ça qui manque au Mali, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau des leaders traditionnels, et même des leaders religieux. Tout le monde est dans le tiny. Donc maintenant, il faut trouver parmi ces lots, dans ces organisations, quels sont les gens qui sont propres et qui sont convaincus qu'ils peuvent aider le pays. Ça existe. Est-ce que ceux qui vont vouloir, ceux qui vont prendre cette initiative auront la main libre dans un pays aussi corrompu? C'est-à-dire que, en fait, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire un mouvement d'ensemble. Moi seul je ne peux pas, M. Sidibé seul ne peut pas, M. Koulibaly seul ne peut pas. Il faut que les gens qui savent qu'il y a des gens qui existent, qui les connaissent, aillent les uns vers les autres en laissant tomber leur ego. C'est fondamental là-dessus. On a un niveau, si on ne prend pas conscience, c'est fini quoi. Il faut qu'on change les choses de façon à ce que le citoyen puisse prendre sa place. Qui soit au centre. Parce que c'est lui en réalité qui est le détenteur du pouvoir. Qui est le détenteur du droit. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir et c'est lui qui le retire. Donc il faut qu'on le mette au centre. Et ça ne peut pas se faire si ces acteurs-là ne jouent pas le rôle. Et comme elle l'a dit, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse de considérer que ceux qui sont au pouvoir sont au-dessus de nous. Mais c'est faux.
C'est nous qui leur avons donné le pouvoir. Exactement. Ils sont pas au-dessus de nous. On les pense sincèrement. Oui. Moi, je vous donne juste un exemple. Dans les quartiers, on sait tous que c'est monsieur, c'est un élu du peuple. Il a construit telle maison, très belle maison. C'est sa voiture, très belle. À peine si on peut l'approcher, on a même peur de ce monsieur-là parce qu'on dit c'est les femmes quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut arriver à, par la sensibilisation, l'information, que effectivement, tous ceux qui sont du pouvoir, ils sont à nos services. C'est nous qui leur avons donné le pouvoir. Et ça passe par un travail de sensibilisation et d'information. Et vous avez un rôle très important à jouer là-dedans. Nous avons un rôle en tant qu'organisateur de la structure à jouer. Et les partis politiques, c'est fondamental, doivent carrément changer de posture. Ne pas des machines pour aller chercher l'argent, se partager, mais plutôt des machines à aider les citoyens à comprendre. 23 heures passées de 45 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous écoutez donc la radio Clédou la 101.2. Nous sommes en direct du studio Djeli Baba Sissoko. C'est le débat spécial sur la pratique de la redevabilité sociale au Mali. Monsieur Moussa Koulibaly, vous êtes le responsable du MIRO, le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie. Vous êtes donc l'initiateur de ces débats. Quels sont les impacts de vos campagnes de vulgarisation, de sensibilisation auprès de l'opinion publique? Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement? Est-ce que vous les sentez aptes à changer de comportement au quotidien? Permettez-moi de venir un peu en arrière. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que M. Sidibé disait. Certainement, même s'il y a des hommes, des leaders, mais il faut que on s'enlève, sinon on enlève dans nos têtes aujourd'hui que sans l'aide, on ne peut pas vivre. Parce que vraiment, la majeure partie des dirigeants qui viennent, ils se disent, il faut qu'on tend la main vers l'extérieur. Mais tant qu'on ne se dit pas qu'on a des ressources au niveau local, qu'on doit valoriser ces ressources, on ne va jamais sortir. La corruption va toujours persister. Je me dis l'une des facteurs aggravants aujourd'hui de la corruption, c'est l'aide. L'aide extérieure. L'aide extérieure. Alors, maintenant, par rapport à l'impact de ce que nous sommes en train de faire, comme je le disais, on a eu à faire des formations dans à peu près 6 régions. Et on peut dire que pour le moment, c'est-à-dire après les formations, les jeunes, ils ont compris. Vous avez les échos. Est-ce que ça se manifeste sur le terrain aujourd'hui? Si ça se manifeste, d'abord, quand on a fini les formations, quand il y a des cas je pourrais dire de corruption, quand il y a des sujets qui sont dans certaines localités, ils nous demandent, par exemple, le cas de Yélimani, il y avait quelque chose où les autorités voulaient vendre des espaces dédiés à l'école, des espaces scolaires. Donc, ils nous ont appelé comment ils doivent s'y prendre. Donc, on les a donné des conseils par où ils doivent passer. Je pense qu'ils ont essayé de regrouper les autres acteurs sur le terrain tel qu'elle a. Mais est-ce que ça aboutit à quelque chose? Bon, on ne saurait. Bon, pour moi, je ne saurais dire parce que j'ai pas demandé la suite. Mais au-delà de ça, on a eu à faire des espaces de redevabilité ou qu'on peut appeler des espaces d'interpellation à Kati et à Montougoula. Bon, je vais beaucoup m'apaisantir sur le cas de Montougoula où quand on a fait venir le maire et les jeunes, pratiquement il y avait beaucoup de questions et le moment où le débat s'arrêtait, si on n'arrêtait pas le débat, ça allait tourner autrement parce que les jeunes ont vraiment mis à nu les problèmes de la commune. Et Dieu merci, aujourd'hui, après cet espace d'échange sur la gestion de la commune, parce qu'on se disait si on dénommait espace d'interpellation, le maire pouvait se rétrécir. D'accord. Monsieur Sidibé, président du MODEC, vous êtes le président d'un parti politique. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau également pour renforcer justement cette pratique de la redevabilité sociale au Mali? Vous savez, la redevabilité, c'est en réalité un point majeur pour ce qui me concerne. Si vous suivez un peu mes interventions publiques à tous les niveaux, je parle de ça à tous les niveaux. Et au-delà de ça, au sein du parti, nous organisons effectivement des sessions d'échange sur cette thématique. Nous partons dans les villages. Nous sommes sur le terrain en permanence.
Parce que nous savons que le pays n'a pas d'avenir tant que la redevabilité ne deviendra pas une réalité. C'est-à-dire tant que les gestionnaires ne sauront pas qu'ils seront positivement ou négativement sanctionnés s'ils se comportent mal dans la gestion des affaires publiques. L'impunité générale est au cœur de tous les problèmes que nous connaissons. Et pour y mettre fin, il faut absolument que les partis politiques travaillent d'arrache-pied dans le cadre de la mobilisation des citoyens autour de cette thématique. Mais je vous dis, c'est très très difficile. Mais les partis politiques, nous savons qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui n'ont pas bonne presse au sein de la société. Est-ce que c'est des gens capables de réunir... C'est pour ça que je vous dis, et M. Doumbia l'a dit, la réalité est que le pays est pris en otage aujourd'hui par une élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit de la société civile, qu'elle soit des médias. Moribonde. On ne peut pas dire que c'est une élite moribonde parce qu'ils se défendent. On ne voit pas d'actes concrets sur le terrain. Ah, ils se défendent de bec et ongle. Vous savez, c'est pas un dîner de gala comme on dit. C'est une véritable lutte de pouvoir. De longue haleine. De très longue haleine. Et je suis d'accord avec M. Doumbia quand il dit aux citoyens, ne soyez pas pessimistes. J'utiliserai un terme que Mao Tse-tung aimait très bien. Ce colosse que nous avons en face aujourd'hui, ces gens qui sont assis sur une montagne d'argent sale acquis par la corruption, c'est un tigre en papier. C'est quoi? Un tigre en papier. Et ce tigre-là, nous allons le déchirer. Si les Maliens se mobilisent et nous suivent, nous allons déchirer ce tigre. On peut le vaincre, ce tigre. C'est simplement un tigre en papier. Monsieur Doumbia, la société civile malienne, comment vous mouillez la chemise pour rendre les choses clean, comme disent les jeunes, ou propres? Elle est diverse, la société civile malienne. Et à l'image des partis politiques, c'est aussi des machines alimentaires. La plupart. Pas toutes, mais la plupart, c'est des machines alimentaires. Donc, à ce niveau aussi, il faut faire un travail de fond. Amener les organisations de la société civile à jouer véritablement leur rôle, sans pour autant prétendre à gérer le pays. Nous, on n'a pas mandat de gérer le pays. Nous travaillons à ce que, avec les autres pour que la redevabilité sociale soit une réalité, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance et que le pays puisse aller de l'avant et que les citoyens puissent bénéficier des produits de la croissance. Ça, c'est notre travail. Nous n'avons pas mandat de gérer le pays. Donc, c'est peut-être un autre débat. Vous croyez à la croissance, vous? Oui, un autre débat. Oui, mais moi, je crois à la croissance. Chiffres. Oui, je crois à la croissance, mais pas de la façon dont c'est présenté. D'accord. C'est pas l'objet de débat. Oui. Voilà. Mais en tant qu'organisation de la société civile, il faut que nous travaillions, comme je l'ai dit, systématiquement sur la question de la relation sociale. Donner l'information, informer le citoyen, informer les acteurs et aller chercher l'information où elle se trouve pour pouvoir obliger. Même dans les confins. Oui, dans une démarche de plaidoyer, de contrôle citoyen, obliger les pouvoirs là où ils sont à rendre compte. Tout à fait. Ça, c'est des exemples qu'on peut faire et qui peuvent aboutir. Et petit à petit, je pense que les acteurs vont suivre. Monsieur, et ça, je voulais juste dire un mot important qui n'est pas sorti jusqu'à présent. C'est la notion de contre-pouvoir. Ouais. Et la société civile est au cœur de ça. Il faut que la société civile arrive à s'ériger en véritable contre-pouvoir, que la presse arrive à s'ériger en véritable 6e ou 7e pouvoir dans le pays, de manière à ce qu'encore une fois... La presse, c'est le 4e pouvoir. Bon. On est assez puissant quand même. Oui, mais puissance, nous disons puissance dans le sens que nous donnons aujourd'hui, c'est-à-dire être une véritable puissance à obliger les dirigeants à rendre compte. À rendre compte, c'est ça. Il s'agit de ça. La presse est juste sa partition d'une manière ou d'une autre, mais c'est clair qu'à l'image du pays... Voilà, c'est ce que nous disons. Il y a des efforts à faire encore. Exactement. Et ce n'est pas seulement la presse, les sociétés civiles, les partis politiques, c'est tout le monde. Il faut que les contre-pouvoirs, que sont la presse, que sont la société civile et autres, jouent pleinement leur rôle pour obliger les politiques, pour obliger les dirigeants du pays à bien se comporter dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ça la redevabilité. Dernier tour de table à 23h, passé de 54 minutes. Monsieur Koulibaly, c'est quoi vos agendas en perspective dans les jours à venir? Qu'est-ce que vous allez faire pour justement aller au contact des citoyens par rapport à la thématique redevabilité sociale? Dernier mot. Ok, on va poursuivre les formations, les sensibilisations et les campagnes médiatiques comme on est en train de le faire, parce qu'on a eu à organiser un débat à la télé
et aussi au niveau de la radio. Nous allons continuer toujours dans ce sens. Mais en termes de dernier mot, je dirais que la redevabilité sociale permet d'accroître la performance et d'améliorer la pratique de nos gouvernements et le comportement des citoyens. Donc il est important qu'elle soit cultivée à tous les niveaux de la vie sociale. Et nous sommes en tout cas confiants que si la redevabilité sociale elle est valorisée à tous les niveaux, cela peut aboutir à une véritable démarche de réconciliation, surtout dans cette phase de notre pays, et à la reconstruction de notre pays et de l'Afrique en vue d'un développement harmonieux. Alors, je ne saurais terminer sans remercier la radio Clédou, également remercier l'ambassade du Danemark pour avoir soutenu notre organisation pour la conduite de ces différentes actions sur la question de la redevabilité, et aussi remercier M. Sidibé et M. Doumbia qui sont des personnes ressources pour notre organisation, surtout dans le cadre de la redevabilité sociale. Vos projections, M. Sidibé, dans les jours à venir, vos activités au sein du MODEC? Nous travaillons beaucoup sur cette thématique, mais je dirais simplement, comme mot final, je dirais citoyens et citoyennes du Mali, engagez-vous. Ne vous résignez pas. Se résigner, en fait, c'est la mort de ce pays qui est annoncée. Engagez-vous pour faire comprendre aux dirigeants de votre pays que tout n'est pas permis. Que les ressources publiques qui sont à leur disposition sont votre argent. Et que ces ressources doivent être utilisées pour satisfaire vos besoins de la meilleure manière. Donc, engagez-vous. Prenez votre destin en main. Autrement, c'est la mort du pays. Merci. Ce sont vos derniers mots, monsieur Doumbia. Vous êtes un membre de la société civile malienne. Vous êtes surtout le directeur de l'ONG Kilabo. Vous vous occupez de tout ce qui est environnement, sécurité alimentaire. Après les deux interventions, ça va être difficile de dire quelque chose de... Mais ce que je dirais, c'est, en partant de ce que M. Sidibé a dit, l'engagement citoyen. Chaque citoyen à son niveau doit s'engager pour aider ce pays à sortir de la situation que nous vivons. Et nous, de notre part, en tant qu'organisation de la société civile, nous prenons l'engagement que nous allons continuer à travailler, à sensibiliser les citoyens, à sensibiliser les acteurs sur la redevabilité sociale et l'exigence que les acteurs au pouvoir ont à rendre compte. Mais surtout, ce que nous allons faire, en tout cas ça c'est du point de vue personnel, je pense qu'aujourd'hui il est important que chacun dans son rôle, je le répète, que des partis politiques et des organisations de la société civile se concertent. Je pense que sur cette question de redevabilité, il me semble que l'heure est arrivée pour se concerter et voir comment on peut, ensemble, chacun dans son rôle, comme je l'ai dit, nous, pas le pouvoir, mais eux le pouvoir, mais de façon transparente, arriver à démontrer, n'est-ce pas, aux citoyens maliens que les acteurs ensemble peuvent changer ce pays et qu'il y a des hommes qui sont convaincus et qui sont engagés pour le changement dans ce pays. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Doumbia. C'était les derniers mots de nos différents invités. Une seule phrase à retenir. Citoyens maliens, engagez-vous et prenez votre destin en main, pour ainsi reprendre l'expression de monsieur Sidibé. Merci à monsieur Moussa Koulibaly. Vous êtes le président du MIRO, le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie Mali, initiateur donc de ces débats. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Sidibé Konimba, vous êtes le président du MODEC. Vous êtes donc un ex-député à l'Assemblée nationale du Mali. Et monsieur Bakari Doumbia de la société civile malienne, directeur de l'ONG Kilabo. Un grand merci à nos deux braves techniciens, Chalbayo et Abou Touré. Moi, je m'appelle Mahamadou Khan. Kassim Traoré sera avec vous la semaine prochaine, le jeudi prochain, Inch'Allah, et en langue nationale, Bamanankan. Excellente suite de programme en compagnie des radios Clédou, la meilleure fréquence FM de Bamako. Masala kelenge mogo kana imo konyo njuguya masala kelenge mogo kana imo konyo njuguya ye
débat politique de la radio Clédou. Mais c'est grave, hein. C'est très grave pour la profession. Ils ont tout fait pour nous diviser. Ils ont tout fait pour que nous soyons dans une situation comme ça. Et ils ont tout fait pour paralyser la marche en avant de la presse. C'est après le groupe parlementaire qu'on va en plénière. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des discussions en plénière après tout ça? Il n'y a pas de discussion. Les discussions ont eu lieu en long et en large, selon des semaines et des mois, sur le thème avant cette séance où on dit adopter ou bien amender de telle manière. Pour une chose la minime, au lieu de nous asseoir, de nous parler, de nous comprendre et de trouver une solution, non, moi je ne suis pas d'accord. À ce qu'elle est Johnny. On dirait que parfois, un est de ma côté, Beko qui du Souski, Beko qui côté est Johnny, ni à la tête. Et n'a manié pas, pour ça vient dans aucun rôle. En tout cas, ce n'est pas moi. Je ne serai jamais, je dis bien, je ne serai jamais aider un Malien contre un autre. Je n'accepterai jamais une certaine forme d'injustice. Je refuse. Mais remarquez, il faut continuer à croire que le meilleur mensonge qu'on puisse faire, c'est de le coller sur le président de la République, au président de Afo, président de Bakalama, président comme Hododo, Kassourou, président de Sako Kalama, à côté, gouvernement à côté, Massik à côté. Ils sont en train de piller le Mali et ils veulent qu'on se taise et on ne se taira pas. Ils sont en train de piller le Mali, ils veulent qu'on se taise et on ne se taira pas. Vivons, on ne se taira pas. C'est très clair. Vivons, nous ne serons pas. Ou si c'est Malien, c'est encore. Ou si. Donc, comment est-ce que, au lieu que nous soyons félicités, que nous soyons montrés comme exemple, il faut nous abattre par tous les moyens possibles. Voilà donc, encore une fois, ce qui se passe en Yonon. Nous avons indiqué tout de suite que nous sommes en désaccord avec l'analyse que fait l'ADJ de la situation politique présente, que nous sommes en désaccord avec la démarche engagée et que nous sommes en désaccord avec les objectifs. Alors, mais vous nous demandez de vous dire de façon très précise en quoi la démarche peut affaiblir les partis politiques. Nous avons commencé par dire que l'affaiblissement des partis politiques ne remonte pas à maintenant. Il n'y a pas de démocratie sans pluralisme. Exprimer et assumer sa différence, c'est-à-dire en fait renforcer la démocratie, ne peut pas être une cause de fracture ou de division dans le pays. Aujourd'hui, vous constatez avec moi, probablement quelquefois mieux que moi, et puis les gens sont offusqués par toute expression différente. Ils sont indignés dès qu'il y a un avis dans un pays où on s'est battu, comme je l'ai dit, pour arracher la seule revendication sur laquelle tous les Maliens étaient d'accord. C'était le droit de créer chacun son parti. C'était le droit de s'exprimer librement. Mais on peut être différent, on peut compétir, mais travailler ensemble pour le Mali. On n'est pas homme d'État uniquement pour gérer la carrière d'un tel ou d'un tel, pour que le chef politique songe à être ministre ou député éventuellement. On est là pour gérer un pays. Le débat politique de la radio Clédou, c'est le choc des mots, la confrontation des idées. Le débat politique de la radio Clédou avec Kassim Traoré. Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2.